Bonjour et shalom, Richard Darmon, au micro du studio Kalita pour notre magazine bi-hebdomadaire Israël au cœur du Moyen-Orient, qui traite des effets et des conséquences de l'épidémie de coronavirus sur notre pays et sa région, et qui est évidemment consacré aujourd'hui au Yom HaZikaron, la journée du souvenir pour tous les soldats, combattants et civils tombés lors des guerres d'Israël et des opérations militaires et aussi sous les coups du terrorisme. Pour en parler aujourd'hui avec nous, André Darmon. André Darmon, bonjour et shalom. Bonjour Richard. Et André, vous êtes directeur et rédacteur en chef du mensuel francophone israélien Israël Magazine que vous avez fondé et qui a lui-même fêté cette année ses 20 ans de parution régulière et qui, notre magazine donc, est consacré au Yom HaZikaron puisque en fait, vous êtes malheureusement un père ayant perdu un fils en 2006, en novembre 2006, un fils qui servait sous les drapeaux et qui est d'ailleurs, par une coïncidence assez hallucinante, qui est décédé le même jour et à la même heure, quelques années après, que Yitzhak Rabin en son temps. Et d'ailleurs, vous avez écrit un livre, un roman qui est une fiction qui évoque non pas cette disparition-là, mais qui met en scène, si vous voulez, ce parallélisme. Alors, ma première question, André, en ce jour qui est évidemment très difficile, en tant que père endeuillé, comment vivez-vous un jour qui est déjà si particulier pour vous et si douloureux, lors duquel, en plus, cette année, il est impossible aux parents endeuillés, aux proches des soldats tombés, de se rendre dans les cimetières militaires, et ce pour éviter trop de rassemblements de personnes en ces temps de pandémie du coronavirus. Est-ce que ça ajoute à la douleur et ça rend encore plus particulier ce jour? Écoutez, Richard, ce qu'il faut savoir, c'est que la douleur dans ce cas précis de parents qui ont perdu un enfant, c'est une douleur qui est continuelle, qui est incessante, qui prend le cerveau et les intestins à longueur de jour, à longueur de semaine, à longueur d'année. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut savoir que Yom HaZikaron, c'est en quelque sorte la deuxième Haskara de l'année. C'est une Haskara civile. Et bien sûr, on attend ce jour, non pas avec impatience, mais on attend ce jour pour communier avec tous les parents, avec toutes les familles qui ont perdu un enfant. Cette année, aujourd'hui, devait avoir lieu donc Yom HaZikaron comme toutes les années dans les cimetières. Et je trouve que la décision du gouvernement est tout à fait justifiée. Il faut savoir que le Yom HaZikaron, c'est le jour où les gens sont le plus agglutinés, où il y a une espèce de confinement, mais dans les cimetières. C'est hallucinant. Il n'y a strictement aucune place et c'est, je crois, le meilleur moment pour contaminer les autres. Donc, personnellement, moi, j'ai pris la décision d'aller il y a quelques jours donc, au cimetière, seul, et je crois qu'on n'est jamais autant mieux que seul avec ce genre d'événement. Et je crois que les gens qui veulent absolument, qui ont voulu absolument venir dans les cimetières aujourd'hui se trompent, même si, bien évidemment, comme le dit la Torah, on ne peut jamais juger les gens endeuillés, mais c'est une erreur catastrophique. Ce n'est pas parce qu'on doit visiter des morts qu'on doit la communiquer. Et on peut la communiquer, cette mort, à travers cet agglutinement, ce confinement dans les cimetières qui est, je vous le dis encore une fois, hallucinant. Alors, comme vous le dites, une plaie qui ne peut jamais se refermer, et c'est aussi ce que vous décrivez dans ce roman, c'est ce que vous venez de nous réexpliquer. Mais je crois que dans le cas de votre fils, de Raphaël, Zichrono Libracha, ce fut une disparition d'autant plus douloureuse que ça s'est passé dans des conditions tragiques. Je ne sais pas si vous voulez en parler, mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'était pas fait pour je dirais, atténuer cette douleur. Écoutez, Richard, bon, comme on se connaît depuis plus de 20 ans, donc j'en parlerai avec vous, mais j'avais décidé de ne plus en parler. C'est une mort qui n'a pas trouvé pour l'instant de. On ne sait toujours pas, après 14 ans, comment Raphaël a disparu. Euh, il y a beaucoup d'hypothèses. Tzahal n'a aucune hypothèse, ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, j'ai voulu réouvrir à plusieurs reprises l'enquête, je l'ai fait. Mais il faut savoir que se battre contre Tzahal, c'est se battre contre un ogre, c'est se battre contre une bureaucratie faramineuse.
c'est se battre contre des fantômes. Et sur les conseils de mes enfants, de la mère de mon fils, on a décidé justement, peut-être pour les mêmes raisons dont on parlait tout à l'heure pour les cimetières, de ne pas, parce que beaucoup de parents sont tombés soit malades ou sont même morts de chagrin quand ils n'ont pas connu les raisons véridiques. Il n'est pas mort au combat, bien que c'était un excellent combattant et qu'il avait à son actif 14 terroristes en tant que canonnier dans les blindés de Tsahal. Donc aujourd'hui, on ne sait toujours pas et peut-être qu'il vaudrait mieux ne pas savoir. Écoutez, autrement, je pense que cette douleur en tant que père est d'autant plus prégnante, outre ces circonstances tragiques, inconnues, que vous êtes un journaliste et un citoyen sioniste qui, dans son journal depuis 20 ans, a affiché haut et fort son engagement non seulement auprès des combats d'Israël, mais aussi auprès de Tsahal. Alors, en fait, c'est une dichotomie difficile parce que vous avez eu affaire à la bureaucratie de Tsahal, qui est une institution qui est, bon, évidemment, sans doute, dans ce genre de dossier extrêmement pénible à encaisser. Et en même temps, vous restez lucide et conscient du fait que non seulement Tsahal est le creuset de la société israélienne, mais elle porte haut l'étendard sur les champs de bataille et dans ses actions de l'éthique militaire, notamment par rapport aux autres armées du Moyen-Orient et du monde entier. Et donc, je dirais, cette dichotomie entre d'une part les hauts standards de Tsahal en tant qu'armée du peuple juif et armée d'Israël, d'une part, mais d'autre part, vous avez eu affaire, vous, à une bureaucratie. Ça doit être difficile à porter aussi, cette dichotomie. La dichotomie, elle est multiple. La dichotomie, elle est multiple dans le sens où Tsahal, aujourd'hui, vous parliez des valeurs éthiques de Tsahal, il n'y a pas de problème, mais il faut savoir que Tsahal n'a jamais eu à affronter une véritable armée. Je ne parle pas de 48, 56, mais ces dernières 35 années. Donc, c'est évident que Tsahal porte haut les valeurs d'Israël, mais il faut savoir que Tsahal est gangréné sur le plan financier et sur le plan de certaines valeurs, les valeurs de ces petits commandants, de ces petits chefs qui, à un certain niveau, et je l'ai bien connu, se prennent tous pour des chefs d'état-major et qui conduisent souvent, et je les ai connus parce que malheureusement, après la disparition de Raphaël, beaucoup de gens se sont adressés à moi pour savoir comment ça se passait. Et beaucoup de jeunes militaires français ont eu à pâtir de ces petits chefs, de cette discipline de fer, etc. En dichotomie aussi. Une étroitesse d'esprit, j'imagine aussi. Étroitesse d'esprit, un Mefaké de Yechida, qui a 19 ans, ne peut pas avoir l'intelligence, l'ouverture d'esprit d'un commandant ou d'un sganalouf de 30 ans. Les dichotomies, pourquoi? Parce que dichotomie financière, il y a eu des rapports faits par des généraux israéliens qui ont montré que le Tsahal était vous parliez d'un creuset, mais le creuset de dépenses idiotes, superflues, et que si 20% du budget de l'État était consacré à Tsahal, il y en a beaucoup qui partaient à la poubelle. Dichotomie pour un milliard de choses aussi, c'est que pour rencontrer les les généraux qui sont chargés de leurs soldats, il a fallu presque alerter des avocats, etc. Donc il y a une dichotomie aussi dans le bon sens, dans le sens où Tsahal s'occupe extrêmement bien des parents qui ont perdu des enfants, des soldats. Après la mort de l'enfant, les parents sont portés au pinacle. On a toutes sortes de choses. J'allais même dire davantage, si tant est que je puisse mettre des guillemets à ce. Mais avant la disparition de ces gosses, parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné, il y en avait 30 par an. Quand je parle de 30 par an, je parle des gens, des soldats, parce que des soldats qui se seraient suicidés, sans compter ceux qui sont morts au combat. Donc, c'est beaucoup plus que 30.
il n'y a pas une véritable… les chefs militaires ne s'occupent pas d'eux, ne prennent pas en compte leurs problèmes. Et on ne s'occupe que des problèmes post-traumatiques, mais pas pré-traumatiques. Savoir qu'une guerre, c'est… puisque vous parliez de Raphaël, dont la photo est derrière moi, Raphaël, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, a éliminé 13 ou 14 terroristes. Il était dans le Golan, mais s'occupait beaucoup plus de Gaza. Mais il lui est arrivé des choses invraisemblables, comme le fait d'avoir des ordres de tuer des cibles que lui-même avait identifiées comme des enfants, un enfant, on va dire, et il était obligé de le faire. Donc, des traumatismes qui s'accumulent pour les soldats. Le traumatisme, ne serait-ce que partir dans son unité à la frontière. Je peux comprendre des jeunes gens qui sortent du lycée et qui vont combattre. Alors, bien sûr, il y a cette aventure militaire qui exalte nos jeunes soldats, mais il faut savoir que c'est extrêmement dur et que, encore très récemment, à la télévision israélienne, on a vu combien de gens, je ne parle pas des blessés physiquement, mais des blessés mentalement, moralement, ont laissé ces guerres. Et voilà, donc Tzahal, c'est pas tout à fait le Tzahal qu'on connaît. Il a de bonnes choses, certainement, mais il en a aussi de très mauvaises. Et une dernière question, j'imagine que bon, vous avez, Raphaël avait de nombreux frères, et aujourd'hui, évidemment, la douleur d'un père n'est pas comparable sans doute à celle d'un frère ou d'une sœur, mais c'est aussi toute une famille qui pleure Raphaël et qui sans doute avait l'habitude, le Yom HaZikaron, de se rendre au cimetière. Oui, alors tout à fait. Et ça, un père ou une mère le comprend un peu plus tard, parce qu'on est tellement concentré sur sa propre douleur qu'on oublie la douleur des autres. Et les enfants, mes enfants, Raphaël a 5 frères et une sœur, ont vécu de manière extrêmement traumatique cet événement. Et ce qui est un peu embêtant, c'est que Yom HaZikaron intervient pendant la période, donc, comme on l'a dit, de coronavirus, l'impossibilité d'aller dans les cimetières, mais ça, en tout cas, moi, je l'ai intégré et je m'y suis rendu, comme je vous l'ai dit, il y a quelques jours, mais l'impossibilité aussi de se voir à la maison parce qu'il y a les enfants et grâce au ciel, il y a aussi aujourd'hui 25 petits-enfants et de la difficulté de les approcher. Donc, c'est un Yom HaZikaron qu'on commémore seul avec sa compagne et voilà, c'est un peu… Écoutez, en tout cas, je vous remercie, André, d'avoir bien voulu témoigner, surtout dans ces instances aussi douloureuses et tragiques, en ce jour lourd pour Israël. Il faut rajouter un mot, Richard. Oui. Comment dire parce que je le vois, j'habite à Tel Aviv, et je vois de quelle manière les gens se sont un peu déconcentrés. J'ai failli appeler la police parce que 80 à 90% des gens se baladent sans masque. Il faut rester concentré, il faut rester confiné. Il faut prendre toutes les mesures qui ont été recommandées par les autorités. On peut s'attendre à peut-être, je l'espère pas, bien évidemment, personne ne l'espère, avec peut-être une nouvelle vague de contamination. Donc, je recommande à tous mes amis français, à tous les lecteurs, à tous les gens qui m'écoutent, de continuer d'être prudents. Et pour les gens qui, comme nous, Richard, vous et moi, avons dépassé l'âge critique de 60 ans, c'est de ne pas s'approcher de nos petits-enfants. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de ces recommandations qui montrent bien quel altruisme vous anime, André. Et écoutez, on n'ose pas vous dire de passer un bon jour du souvenir, mais en tout cas, que notre prochaine rencontre se fasse sous de meilleurs auspices. Et merci en tout cas de votre droiture et votre franchise. À bientôt, j'espère. À bientôt. Merci, Richard. Merci à Kalita.